Salut les amis. Aujourd'hui, on va donc travailler sur la 3 volts, 5 volts. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que nous avons déjà traversé la 19 volts, la tension d'alimentation, là, ça c'est l'alimentation, nous aurons immédiatement dans la production de ces deux tensions, 3 volts et 5 volts. Et ça, cette partie est vraiment très capitale. Donc, cette puce 3 volts, 5 volts est donc chargée de diminuer cette tension de 19 volts. Parce qu'il y a beaucoup d'appareils, beaucoup de pièces sur la carte mère qui ne consomment que des petites tensions comme 3 volts, 5 volts. Donc, après la 19 volts, on aura donc besoin d'une puce qu'on appelle un buck converter. Elle est donc là pour pouvoir transformer la 19 volts en ces deux tensions. Et ces deux tensions 3 volts, 5 volts vont aller comme ça dans plusieurs endroits sur la carte mère. L'IOS, les ports USB, le chipset et bien d'autres puces comme le BIOS également. Toutes ces puces-là ont besoin de petites tensions pour pouvoir fonctionner. Donc voilà l'importance de la puce 3 volts, 5 volts. Et sans la présence de ces deux tensions sur la carte mère, votre carte mère ne peut pas démarrer. C'est impossible. Voilà, donc on va voir quels sont les éléments qui sont importants pour que cette puce puisse fonctionner normalement. Comment tester, comment vérifier que c'est la puce qui est le problème pour pouvoir la changer et comment savoir quand est-ce que c'est pas la puce et comment faire que ça fonctionne, que les deux tensions sortent. Donc on verra tout cela aujourd'hui. D'accord, maintenant nous allons voir les éléments importants concernant la puce 3 volts, 5 volts. Alors, je vous l'avais déjà dit, la 19 volts, normalement, lorsqu'elle passe, va aller alimenter plusieurs puces qui vont sortir des tensions. Elle va alimenter la puce 3 volts, 5 volts. Elle va alimenter la puce de 1.5 volts, 1.5 volts. Elle va alimenter la puce de 1.05 volts. Elle va alimenter la puce de 0.9 volts. Elle va alimenter comme ça plusieurs puces en fonction du constructeur. Donc la 19 volts va donc alimenter beaucoup d'autres puces, plusieurs puces. Mais en particulier, donc, c'est cette puce-ci qui va donc réagir en premier lieu. Alors, quels sont les éléments qu'il faut donc pour que cette puce 3 volts, 5 volts puisse fonctionner? Quels sont les éléments? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette puce est divisée en deux départements, je peux dire comme ça. Donc, nous avons le département des tensions 3 volts, 5 volts, LDO. LDO ou bien VREC. Ce sont des tensions qui sortent immédiatement lorsque cette puce reçoit 19 volts dans la patte que vous allez voir appelée V-in. Vous allez voir V-in, ça sera la patte d'alimentation. Donc cette puce a besoin de l'alimentation. Alimentation qui doit être de 19 volts. 19 volts. Donc, maintenant, ces 19 volts, pour certaines puces, une fois que ça reçoit la 19 volts, par un système d'activation, de redressement de tension avec des résistances, deux résistances là, par un système d'activation, cette puce va être activée à l'aide de deux résistances. Elle va être activée et vous verrez ça généralement, ce sera soit enable LDO. Enable ou bien enable LDO, donc les termes comme ça, ou enable LDO. Donc, alors, donc les 19 volts vont donc venir là, entrer à l'intérieur de la puce et en même temps, les 19 volts vont passer là pour être divisés pour activer cette puce, pour que ces deux tensions sortent, ces deux premières tensions.
Alors, une fois que, donc vous voyez donc que ça veut dire que elle doit être alimentée, 19 volts. Alors, si elle ne reçoit pas cette tension, elle ne peut pas fonctionner. Et même si elle a cette tension et qu'ici, il y a un problème entre ces résistances, que peut-être ces résistances sont peut-être cassées ou bien gâtées, alors automatiquement, on n'aura pas cette activation de 3 volts de LDO, ce qui fait donc que ces deux tensions ne vont pas sortir. Et là, la puce ne pourra pas fonctionner. Elle ne va rien apporter de bon. Voilà, donc en dehors de l'alimentation, nous aurons l'activation des LDO. Les LDO, on peut encore appeler ça les VREC. Les VREC. Les VREC 3 et VREC 5. Donc, ou LDO 3, LDO 5. Donc, ça dépend des constructeurs. Chacun sort le nom qu'il veut. Voilà, donc, la puce va recevoir la 19 volts pour l'alimenter. Elle va devoir être activée. Hein. Il doit avoir l'activation des LDO. Enable LDO ou bien Enable pour certaines cartes. Et cette activation va donc permettre, donc, avec ces deux éléments, les deux tensions si automatiquement vont sortir. Donc, on aura 3 volts LDO qui va sortir et 5 volts LDO. Je vous rappelle que ces deux tensions dont je parle, je ne suis pas en train de parler des bobines. Faites très attention, ne confondez pas avec les bobines. Je ne parle pas des bobines, je parle bien des tensions qui sortent sur des pattes de DOS, de la puce 3 volts, 5 volts. Donc, sur ces deux pattes, il y aura deux pattes qui vont donc sortir ces deux tensions. À ne pas confondre avec ces tensions-ci, qui sont 3 volts always et 5 volts always. Ne confondez pas avec les deux. Voilà, une fois que cela sera fait, alors, la tension LDO 3, ou bien VREC 3, va donc aller comme ça, elle va donc sortir. Aller, donc je peux prendre ça comme ça, je prends là, c'est un peu touffu. Elle va sortir, venir pour alimenter deux éléments. Elle va alimenter le BIOS. Elle va alimenter le BIOS dans sa huitième patte. Ça, c'est la patte 1. Et là, c'est la patte 8. En même temps, elle va venir alimenter l'IOS. Donc, IOS. Donc, ça sera le VCC. Donc, VCC ou VIN. Voilà. OK. Déjà, avant même que les 3 volts LDO et 5 volts LDO ne puissent sortir, nous aurons besoin également d'un autre élément important qu'on appelle la reference. Vous allez voir ça généralement dans les schémas de ces cartes mères. Donc, reference qui doit être de 2 volts. 2 volts. L'activation ici, c'est à peu près 3 volts. Donc, c'est à peu près 3 volts. Donc, le reference doit être présent. Donc, le reference doit être présent. Reference. Donc, reference, ça permet à la patte, à la puce 3 volts, 5 volts, de connaître ou bien de comprendre qu'il est prêt à fonctionner. Donc, ces trois éléments sont importants pour qu'on ait déjà ces deux tensions-ci. Voilà. Pour que la puce puisse être prête pour fonctionner. Voilà, on aura donc ces deux tensions. Et le reference est important. Donc, n'oubliez pas, le reference est important. 2 volts. S'il n'y a pas ça, la puce ne peut pas fonctionner. S'il y a un élément qui manque parmi tous ces éléments, la puce ne peut pas fonctionner. Elle va faire une partie peut-être du travail, mais elle ne pourra pas faire tout le travail. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé de l'alimentation. Je vous ai dit que une fois que les deux tensions s'y sortent, 3 volts et 5 volts LDO, nous aurons la 3 volts LDO qui va donc venir comme ça, aller là, venir alimenter le BIOS à la 8e patte, alimenter également l'IOS, le VCC. Alors, une fois que l'IOS a été alimenté, elle va à son tour envoyer un signal d'activation
activer le deuxième département de cette puce. Le deuxième département de cette puce qui sont les 3 volts et 5 volts always qui doivent sortir sur ces 2 bobines. Elle va envoyer un signal d'activation qui est Enable C. Enable C. Ça peut être Enable tout court, ça peut être Enable C. Parfois ici on appelle ça Enable 0 et là Enable C. Donc ça dépend des cartes mères. Vous allez voir ça dans la pratique. Ces écrits-là ne sont pas statiques, ça change, ça change. Donc c'est pas grave, mais sinon on se retrouve toujours. Voilà, elle va donc activer cette puce qui va donc faire ressortir ces 2 tensions, 3 volts always qui va venir sur cette bobine et 5 volts always qui vient sur cette bobine. Donc ici on aura 3 volts always ALW et ici 5 volts always. Alors une fois que l'iOS a donc activé cette puce, elle va donc faire sortir ces 2 tensions-ci. Ces 2 tensions. Alors là, c'est vraiment très important. Elle va faire sortir ces 2 tensions. Et vous aurez des signaux qui sont autour qui vont permettre de manipuler des MOSFET. Parce que de ce côté, on aura un high MOSFET qui va recevoir à 19 volts. De ce côté, on aura un low MOSFET qui va travailler en partenariat avec le high MOSFET pour sortir la tension sur cette bobine. Voilà. Donc, cette bobine. Donc, de chaque côté, nous aurons la gate de ces 2 MOSFET. Ici, c'est relié à la masse. C'est relié à la masse. Voilà. Donc, elle va donc manipuler, cette puce va donc manipuler ces MOSFET. Une fois qu'elle va recevoir ce signal d'activation, elle va manipuler ces MOSFET pour faire sortir la tension de 5 volts always sur cette bobine. Pareil de ce côté, il y aura également des MOSFET qui vont être manipulés de part et d'autre là pour faire sortir la tension 3 volts always sur l'autre bobine. Donc voilà un peu comment est-ce que les choses vont se passer à ce niveau-ci. Et une fois donc que la puce de charge aura donc fait sortir, la puce 3 volts, 5 volts, autant pour moi, aura fait sortir les tensions 3 volts always et 5 volts always sur les 2 bobines. Elle va donc envoyer un signal à l'iOS pour lui signaler que j'ai fini mon travail. Et ce signal est appelé le Power Good. Le Power Good. C'est très important ce signal. Alors si ceci ne sort pas, sachez que c'est impossible que la puce fonctionne. Donc ici, un autre élément, c'est 3 volts always et 5 volts always qui doit sortir. Alors, le dernier élément, c'est le Power Good. Le Power Good. Donc, sans le Power Good, alors sachez que la puce-ci ne pourra pas satisfaire pour que la carte mère fonctionne. Vous devez vérifier que ce Power Good est présent. Si le Power Good n'est pas présent, automatiquement, l'iOS ne comprendra pas que tout est bon et à ce niveau et la carte mère ne va pas fonctionner, bien qu'il y ait cette tension ici. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut bien faire des vérifications avant d'avancer. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons prendre un cas pratique. Alors, je une carte mère là. On va prendre un cas pratique. Alors, comme je vous l'ai dit, chaque carte mère a un numéro. Alors ici, par exemple, le numéro de cette carte mère, c'est ça, DA0 R23MB, voilà, comme vous lisez là. Et grâce à ce numéro, on peut retrouver le schéma de la carte mère. Alors, on va juste ouvrir dans Google. On va ouvrir dans Google là. Je connecte là. On ouvre dans Google. Obtenir le schéma de cette carte. Voilà, je télécharge le schéma.
Alors, voici le schéma de notre carte mère. Voilà. Ok, nous avons obtenu le schéma de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour retrouver dans le schéma où se trouve la puce de charge sur notre carte mère? Voilà. Alors, ça, c'est la question que certains étudiants posent souvent. Alors, c'est pas compliqué. Soit vous allez regarder dans le bloc diagramme. Dans le bloc diagramme, parfois à côté, là, vous balancez comme ça. À côté, vous allez voir les tensions. Des tensions et des pages. Également, vous allez voir à côté de chaque tension, il y a des pages. Vous allez voir 3 volts, 5 volts, page 31. Donc là, ça vous donne immédiatement l'endroit où se trouve 3 volts, 5 volts. Et là, vous voyez, par exemple, pour le VCC Core, qui est la tension d'alimentation du processeur, c'est à la page 34. Là-bas, vous allez trouver la puce qui gère le processeur. Vous avez à la page 33, la 1.2 volts et 2.5 volts. Il y a une puce qui gère ces deux tensions sur cette carte mère. À la page 32, vous aurez une autre puce qui gère la 1.5 volts et 1.5 volts S5. À la page 36, vous aurez les composants qui gèrent 1.5 volts source, 1.0 volts VGA et 1.8 volts VGA. À la page 37, vous aurez le VGA Core, le 1.5 volts VGA, le 3 volts VGA. Et à la page 39, vous aurez le chargeur 3839. Ok, comment retrouver aussi la puce 3 volts 5 volts à l'aide du board view? Alors, j'ai déjà chargé le board view là. Alors, comment retrouver la puce de charge là? Vous avez le board view et vous voulez connaître comment vous allez retrouver cette puce sur le board view pour pouvoir travailler avec. Alors, il suffit de regarder sur votre carte mère les bobines, les différentes bobines que vous avez. Vous avez plusieurs bobines là. Voilà les bobines, voilà les bobines, voilà les bobines. Parfois, il y a des indications qui peuvent vous aider. Mais déjà, on peut déjà savoir la bobine. Les bobines sont parfois pas loin des composants qu'elles alimentent. Donc ici, cette bobine est à côté du processeur. Là également, on comprend donc que ces 3 bobines gèrent le processeur. Sûrement, ça c'est le V-Core. Ça c'est le CPU Core. Et ici, nous aurons sûrement le GFX Core donc pour alimenter la graphique qui est intégrée dans le processeur. Donc là, à côté, là, nous avons les RAM, les slots de RAM. Et ici, nous avons une bobine. Ça veut donc dire que ça, forcément, c'est la bobine qui alimente ces RAM. On évolue là, nous avons une bobine qui est à côté du connecteur de la batterie. Ça veut donc dire que c'est la bobine sûrement de la batterie qui permet de charger la batterie. Juste à côté, nous avons encore 2 autres bobines. Bon, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais quand on regarde là, nous avons également une bobine qui est à côté de notre chipset. Donc, on se dit forcément, peut-être c'est la bobine qui alimente le chipset. Alors, derrière, nous n'avons plus de bobine. Alors, on peut donc déduire facilement que ces 2 bobines, ça sera donc sûrement les bobines de 3 volts et 5 volts. Alors, la carte mère dans notre board view est placée comment? Alors, nous regardons la position là. C'est un peu comme un fusil. Bon, mais on a inversé. Ouais, donc là, je vais donc prendre ma carte mère et la positionner dans le même sens. Ouais, dans le même sens que j'ai là devant moi. Ouais, dans le même sens. Pour que vous voyez un peu. Ouais, c'est positionné dans le même sens. Voilà. Et comme je connaissais déjà que c'est ici que se trouvent mes 2 bobines de 3 volts et 5 volts, je comprends donc que leur puce ne doit pas être loin de là. Je vais donc agrandir ça. Agrandir, effectivement, je vois ces 2 bobines. Donc, j'agrandis et on voit les 2 bobines là. Voici PL203 et PL220. Donc, sûrement au verso, nous aurons cette puce. Alors, je vais cliquer juste sur PL220 et je vais aller là. Je me rends compte que c'est 5 volts, donc ça doit être ça. Et je tape sur Net pour voir à quoi c'est relié. Voilà, comme je l'ai dit, on a donc pris cette bobine qui doit être la bobine de 3 volts, 5 volts. Effectivement, quand on
quand on regarde là, on clique dessus, on voit qu'on a évidemment 5 volts et 5. Donc, ça doit être cette bobine. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons donc faire pour pouvoir retrouver la puce de charge? Nous allons aller juste à côté des pattes, nous avons net. Net, ce sont tous les éléments qui sont connectés à cette patte sur laquelle j'ai cliqué là. Et vous allez voir là plusieurs éléments, bobines, les MOSFET, les résistances. Et là en bas, vous allez voir PU. PU, c'est la puce. PU, c'est une puce. Voilà, donc ça veut donc dire que forcément, ça, c'est la puce de 3 volts, 5 volts. Nous allons donc juste double-cliquer dessus. Et dans ce qu'on double-clique, ça nous montre cette puce. Donc voilà donc la puce de 3 volts, 5 volts. Et là, dans ce cas, vous cliquez sur cette puce et vous revenez dans pattes, et vous allez retrouver toutes les pattes de cette puce. Donc ça a 25 pattes. Donc voici toutes les pattes. Et avec ça, vous pouvez diagnostiquer facilement pour vous retrouver, pour savoir si tout est bon. Voilà, donc voilà comment on reconnaît que la puce 3 volts, 5 volts à l'aide du board view pour pouvoir faire son diagnostic. Voilà. Ok, voilà. Nous revenons donc dans le schéma de cette carte et je vous ai dit comment se retrouver la puce à l'aide du schéma. Vous allez dans le bloc diagramme ou juste en bas du bloc diagramme, vous allez voir des tensions qui sont à côté et vous identifiez la page, vous tapez, vous allez vous retrouver là. Voilà donc la puce de charge qui gère la puce de 3 volts, 5 volts qui nous permet de sortir ces deux tensions. Voici la bobine PL21 et nous avons ici PL20. Donc voilà ces deux bobines. Et qu'est-ce que nous allons en faire? Donc vous allez voir cette puce. Voici plusieurs tensions que nous avons. Là par exemple, nous avons V-in, comme je vous l'avais dit, voici plus V-in qui est dans la 19 volts qui entre dans cette puce. Ça, c'est le premier élément important. Je vous ai dit que l'alimentation, c'est important. Une fois que cette puce reçoit cette alimentation, vous voyez qu'à ce niveau, la tension va comme ça. Elle arrive là et elle est divisée à l'aide de deux résistances qui vont produire une tension faible de l'ordre de 2 à 3 volts qui vont activer, comme je vous ai dit, les LDO3 et LDO5. Elles vont activer deux tensions, 3 volts et 5 volts, qui sont des tensions qui sortent, mais qui ne partent pas sur les bobines. Donc, c'est des tensions qui sortent de la puce toujours. De la puce. Elles sortent de la puce immédiatement, que les deux ici sont présents et que ceci est également présent. Le reference, je vous ai dit le reference qui est à la patte 3. Voilà les éléments qu'il faut contrôler. Il faut contrôler qu'on a l'alimentation, qu'on a l'activation des LDO, qu'on a le reference qui doit être présent. Une fois que les trois éléments-ci sont là, automatiquement, ces deux tensions doivent sortir. Le VREC 3 et le VREC 5, ils doivent sortir pour aller, comme je vous l'ai dit là, aller dans certains endroits. Par exemple, le plus 5 volts PCO là, c'est le VREC 5, va aller alimenter par exemple les LED. Vous allez voir, il y a des ampoules briller sur votre carte mère. Ça veut donc dire que ceci est déjà sorti. Vous pouvez déjà comprendre que c'est sorti. Voilà, le VREC 3 va donc aller alimenter le BIOS comme je vous l'ai dit et dans sa 8e patte et aller alimenter l'IOS également. L'IOS étant alimenté, elle va donc renvoyer un signal, là comme vous allez le voir là. Elle va renvoyer un signal, voici ça, le signal envoyé par l'IOS, le S5 on, qui va donc venir activer donc cette puce à la patte 18, vous avez vu, ENC, Enable C. Donc, elle va activer cette puce dans le but de faire sortir les tensions sur les bobines, sur ces deux bobines, 3 volts et 5 volts. Donc, alors, une fois donc que cette puce a été activée par l'IOS, voilà, comme ici, par l'IOS. Bon, je vous rappelle qu'il y a des puces qui ne sont pas activées par l'IOS. Il y a des puces qui s'activent automatiquement d'une autre manière. Voilà. Donc, une fois qu'elle a été activée, elle va donc sortir ces deux tensions. Sur cette bobine, on a 5 volts always present et 3 volts always present. Voilà, donc voilà les deux tensions qu'elle va faire sortir. Évidemment, pour faire ces deux tensions, une fois qu'elle est activée,
Elle va donc manipuler au travers de you get 2 et you get 1. Elles vont manipuler ce MOSFET. Le high MOSFET, je vous ai dit, le high MOSFET, c'est lui qui reçoit la tension Vin, voilà, de 19 volts. Et ce high MOSFET travaille en partenariat avec le low MOSFET. Donc, elle va les manipuler au travers de leurs gates. Les quatrièmes pattes que vous voyez là sont les gates. Elle va donc les manipuler au travers de leurs gates, you gate et L gate, lower gate. Alors, elle va manipuler et faire sortir, voilà, cette tension de 3 volts à ce niveau. Alors, je vous ai dit que le phase reboot, c'est pour contrôler la tension à ce niveau-ci. Alors, si ce n'est pas bon, alors elle manipule encore ceci, elle travaille au niveau de la fréquence. Et la fréquence, c'est ceci qui contrôle la fréquence, le tone cell, qui contrôle la fréquence, donc en partenariat avec les autres pour pouvoir diminuer la fréquence et permettre que la tension soit stable. Que la tension soit stable. Alors, nous avons ici de ce côté également le V-out et le FB1. FB1, c'est le feedback. C'est le feedback. Donc, une fois, ces deux pattes sont donc reliées ici à la sortie pour pouvoir obtenir le feedback de la tension qui sort, pour se rassurer que la tension est bonne. Et là, quand ce n'est pas bon, la puce travaille encore pour que la tension sorte de manière stable. Alors, une fois que la tension est stabilisée, alors, qu'est-ce que cette puce va faire? Elle va envoyer un signal à l'iOS, le power good. Le power good pour dire à l'iOS que j'ai fini mon travail, tout est correct, tout est bon. Alors, tu peux passer à autre chose. Voilà. Et un des éléments aussi capital sur cette puce, c'est le ground. N'oubliez jamais ça, le ground. Toutes les puces doivent avoir le ground qui est présent. Donc, ok. Bon, on va essayer de le faire pratiquement encore avec cette carte mère. Cette carte mère que je vais brancher là. Alors, je vais brancher. Ce que je vais faire, c'est brancher cette carte. Et nous allons voir. Voilà. Et nous allons essayer de vérifier les éléments dont on a parlé. Voilà. Donc, notre puce 3 volts, 5 volts est ici derrière. La voici. Je vous avais dit que c'était le PU3. Vous allez bien voir là, c'est PU3. C'est aussi écrit sur la puce là. Regardez bien l'inscription PU3. Donc, c'est ça. Alors, quel est le premier élément que nous allons vérifier? V-in à la patte 16. V-in. Alors, au lieu d'appuyer, de vérifier cette tension-là, je peux la vérifier plutôt au niveau de ce condensateur qui est à côté. Vous avez vu ce condensateur qui est à côté. À l'aide du board view, ça devient encore aussi plus évident. Voilà le board view. Vous pouvez cliquer, voilà le V-in. Le V-in, on a vu la patte, c'est quelle patte là, j'ai oublié. La patte 16, la patte 16 est dans le V-in. Donc voilà ça ici, la patte 16. Donc je double-clique là et je vois. Donc voici donc le V-in qui entre donc par ce composant. Et là, je regarde comment ma carte m'est située et restée là. Voilà, c'est donc comme ça. Ça veut dire que je vais inverser ça aussi comme ça, comme vous voyez là. Il faut que ce soit de la même manière. Il faut que vous voyez un peu. Vous voyez que j'ai placé la carte de la même façon. Voilà. Avec ça, je vais donc vérifier ma tension sans problème. C'est à ce niveau-ci. Alors, je sais donc que c'est juste devant là. Et on a ce composant, on a les composants qui sont là. On a cette résistance et ce condensateur. Il faut donc vérifier qu'on a 19 volts à ce niveau-là, la patte 16. Nous allons plutôt tester sur le condensateur ou bien sur le test point qui est juste à côté. Voilà. Donc, je vais donc prendre mon multimètre et régler en mode courant continu. Et on va vérifier la valeur si effectivement on a 19 volts. Alors, je vais mettre là. Et là, voilà, effectivement, nous avons 19 volts. 8,89, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Donc, la tension d'alimentation est présente, c'est bon. Le deuxième élément dont nous avions parlé, c'était
de voir si nous avons effectivement le enable 0. Enable 0 qui est à la patte 13, comme vous pouvez le voir là, à la patte 13. Et on peut voir ça dans notre board view, à la patte 13. À la patte 13, nous voyons directement la position. Et comme c'est positionné de la même manière là, ça devient facile pour tester. Ça devient facile pour tester. Donc, nous allons vérifier que notre enable 0 est là. On a dit ça doit être à peu près entre 2 et 3 volts. Alors voilà ça, 2,5, 2,6 volts. Alors c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Et un autre point important, nous l'avons dit, c'est le reference. Le reference. Je vous ai dit, voici le reference, pas de numéro 3. 2 volts reference doit être présent. Reference doit être présent. Alors, nous allons vérifier ça rapidement. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les VREC 3 et VREC 5 sortent immédiatement que les deux s'y sont présents. Donc, le reference vient un peu après. Mais il doit intervenir pour la sortie finale de ces deux tensions. Les tensions always. Donc, mais au départ, c'est les deux ici qui sortent. Donc, et puis, ça permet donc qu'on avance. Voilà, donc le reference, vous devez vous rassurer que le reference doit être présent. Le reference qui est 2 volts. On doit vérifier ça. Alors, c'est la patte numéro 3. On peut aller dans le schéma, dans le board view, pardon. On voit la patte numéro 3, reference. Alors, c'est en bas là, vous voyez le test point. Le petit point jaune que vous voyez, c'est le test point. Et là, nous avons deux composants qui nous permettent de tester le reference. Alors, nous sommes ici sur la puce. Nous allons vérifier notre reference. S'il est présent, c'est à peu près 2 volts. Alors, je peux bien toucher là. Voilà. Nous avons combien? 2 volts. Donc, c'est bon. Notre reference est évidemment présent. Alors, vous pouvez vérifier avant ça les VREC 5 et VREC 3. Donc, on va vérifier ça, VREC 5 et VREC 3. VREC 5 et VREC 3 sont à quel niveau? VREC 5 et VREC 3, patte 8 et patte 17. Donc, on parle à patte 8. Voilà. C'est aussi la même chose que ça. Hein? 3 volts PCU. C'est la même chose. Donc, patte 8. On peut voir ça là. Voilà. On va vérifier notre VREC 3. Et VREC 5. Notre VREC 3 doit être quelque part là. Ce niveau. Oh, je sais pas bien. Ça. Voilà, c'est ici. Ok, voilà, notre VREC 3 est là, présent. D'accord, ce qu'on va faire, on va le prendre là. Le VREC 3, comme on l'a dit, c'est la patte 8. Et la patte 8 est liée à ce condensateur, celui-ci. C'est la patte 8. Nous avons bien et bien 3 volts. C'est ça. Dans le board view nous montre l'emplacement. Bon, nous allons voir le VREC 5 qu'on appelle encore là 5 volts PCU. Donc c'est la même chose. C'est tout le VREC, c'est tout le LDO. C'est la même chose, tout ça. Voilà, on voit la position et on regarde sur notre puce. On doit avoir, sur notre carte, on doit avoir 5 volts là-bas. 5 volts. Voilà un condensateur encore que je vois là. Un gros condensateur qui doit avoir nos 5 volts. Alors là, voilà 5 volts. C'est parfait. Donc notre VREC 5 est présent.
Alors, nous avons notre VREF, que nous avons dit tout à l'heure, le VREF. Le VREF doit être de 2 volts. Il a la patte 3. On le voit là, patte 3, VREF, patte 3. Donc, on peut vérifier ça ici. Le VREF à la patte 3. Alors, avec le board view, c'est facile. Sinon, vous pouvez compter, hein. Vous pouvez compter. Puisqu'il y a un petit point qui indique la première patte et vous comptez à partir de là jusqu'au numéro qu'il faut. Voilà, donc on va vérifier le VREF. Le VREF. On va vérifier le VREF. Voilà, à notre puce. Le VREF doit être de ce côté-ci. Alors là, on doit avoir nos 2 volts. Voilà, 2 volts. Alors c'est parfait. Donc le VREF est présent. Voilà, ça c'est déjà très intéressant. Voilà. Alors je vous ai dit que une fois que les tensions VREF 3 et VREF 5 sortent, le VREF 3 en particulier va aller alimenter le BIOS dans la patte numéro 8 et l'iOS. Alors si vous voulez, on peut vérifier ça rapidement et voir si c'est effectivement vrai. On peut vérifier ça rapidement. Donc là, nous allons retrouver notre BIOS et vérifier qu'on a ce dont on était en train de parler. Déjà, voici l'iOS ici de ce côté-ci. On peut vérifier s'il a alimenté. Alors, c'est pas difficile, hein. Pour l'iOS, nous allons juste prendre notre board view. Et comme notre board view était là, la carte était déjà couchée dans ce sens, on peut facilement voir notre... Vous allez voir, voilà, ça c'est couché comme ça. Je ne sais pas si vous voyez là, normalement. Voilà, regardez comment la carte mère est placée. Je vais diminuer encore pour que vous voyez là. Que ce soit bien visible. Voilà, regardez comment c'est placé. Alors, c'est placé de la même manière. Alors, voilà notre iOS ici. Alors, de l'autre côté également, nous voyons une puce là, ici. Donc, le U5. Donc, on comprend que c'est ça. On n'a pas besoin d'être un savant pour comprendre ça. Donc, on clique dessus et on a l'iOS qui est ici. Donc, voici toutes ces pattes, les 128 pattes. Ce qui nous intéresse, c'est le VCC, donc la patte d'alimentation. Hein, c'est ça qui nous intéresse, le VCC. Voilà. Donc, et nous avons ici, voilà ça, 3 volts CPU qui est là, 125, la patte 125. Donc, on peut cliquer dessus pour se rassurer que c'est là. Que c'est là. Et vous voyez, ça vient alimenter. Ça vient alimenter effectivement l'iOS. Vous voyez, ça alimente à plusieurs endroits. Donc, on peut retrouver ça facilement dans les 2 composants qui sont juste là, de ce côté-ci. Voilà, ces 2 condensateurs que vous voyez doivent avoir nos 3 volts. Ces 3 volts-là qui viennent pour alimenter l'iOS. Donc, je vais donc vérifier qu'ils sont présents. Et là, on a effectivement 3 volts. 3 volts. Donc, l'iOS est alimenté effectivement par la 3 volts qui vient de là, plus 3 volts 5 volts, le VREF 3 ou LDO 3 qui vient alimenter l'iOS. Voilà, c'est très important. Et le BIOS, ça sera également pareil. Ce sera pareil. Une fois que l'iOS a été alimenté par le VREF 3, à son tour, il peut fonctionner si tout est bon, si tout est correct. On verra encore tous les éléments qui font que l'iOS soit bien fonctionnel. À son tour, il va envoyer un signal pour activer la puce 3 volts 5 volts. Regardez bien le signal. Le S5 on envoyé par l'iOS. Alors, nous revenons ici dans le board view. Nous avons vu là. Ça, c'est l'iOS. Et on va donc retrouver donc cette patte qui alimente, qui va donc aller activer quoi? Activer la puce 3 volts 5 volts. Regardez bien ici. La patte 101 donc de l'iOS est le S5 on. S5 on. C'est donc cette patte qui va donc aller activer
activer la puce 3 volts, 5 volts. Alors, c'est vraiment magnifique, vous voyez. Tu m'actives, je t'active. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment intéressant. Donc, à partir de à ce niveau, on peut donc tester pour voir si la tension là est véritablement présente pour aller faire le travail d'activer. Alors, donc, on peut vérifier ça. C'est la page 101. On va retrouver ça ici à notre niveau. Voilà, c'est ça. Donc, ça de ce côté-ci. Nous avons là 3 volts, 3 volts. Ça veut donc dire que l'iOS a envoyé le signal pour pouvoir activer la puce 3 volts, 5 volts. Et vous pouvez retrouver ce même signal là dans à ce niveau-ci, au niveau de la patte numéro 16, numéro 18, pardon, numéro 18. Voilà. Alors, si le signal est présent sur l'iOS et ce n'est pas présent à ce niveau-ci, ça veut donc dire qu'il y a eu un problème au niveau de cette résistance. Cette résistance ne fournit pas, ne permet pas le passage de cette tension. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites juste traverser la tension pour la faire venir là. C'est simple. Alors, on aura l'alimentation. Elle sera donc activée, pardon. On aura l'activation de cette puce qui va donc faire le travail. Alors, ce n'est pas compliqué. Donc, lorsque ce n'est pas présent, vous cherchez à voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. C'est pour ça que je vous dis les endroits où ça vient pour que vous puissiez vous retrouver quand il faudra diagnostiquer. Très important. Alors, après avoir été activé, lorsque cette puce de 3 volts, 5 volts a été activée, alors pour certains fabricants de cartes mères comme Compal, automatiquement, les tensions 3 volts always vont et 5 volts always vont sortir de ces deux bobines. Automatiquement, voilà, automatiquement, ces deux tensions-là vont sortir. Bon, mais dans d'autres cartes, fabricants de cartes mères comme Quanta, comme ici c'est le cas avec Quanta, les cartes mères Quanta, c'est les cartes qui commencent avec DA. DA, toutes les cartes mères que vous allez voir dans le numéro commence avec DA, c'est Quanta. Alors, pour ce genre de cartes mères-là, vous n'aurez pas les 3 volts et 5 volts automatiquement. Pour avoir les 3 volts et 5 volts, même si tout est réuni, il faudra encore appuyer le bouton de démarrage. Donc, il faudra lancer le démarrage de la carte mère. Donc, c'est ce qu'on va faire pour la prochaine étape pour se rassurer qu'effectivement les tensions sortent dans cette bobine-là. Donc, une fois que tout est réuni, on va donc appuyer et démarrer cette carte mère. Voilà. Nous allons démarrer cette carte mère. Alors, le power button de cette carte mère se connecte donc ici. Voilà. Bon, pour retrouver ça aussi avec le schéma, c'est pas compliqué. Alors, c'est ici, à ce niveau-ci, c'est pas compliqué. Alors, je vais démarrer ça rapidement à l'aide d'une pincette. Alors, c'est pas compliqué. Donc, je mets juste à la masse là et je vais court-circuiter le plus 3 volts qui est le power on button. Et ma carte va démarrer. Voilà, vous voyez, comme vous voyez là, ça démarre. Ça démarre. Et une fois que ça démarre, on peut venir maintenant contrôler les deux tensions là. Tension 3 volts et 5 volts qui sont dans ces deux bobines. Alors, c'est simplement ce que nous allons faire, contrôler ces deux tensions. Nous allons vérifier qu'elles sont présentes. Alors là, de ce côté-ci, nous allons vérifier ça, cette bobine. Nous avons notre 5 volts. Et nous allons vérifier celle d'à côté, là. Et nous avons notre 3 volts. Alors, 3 volts et 5 volts. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, nous allons vérifier au même moment dans le power good. Tant que ces deux tensions ne sont pas là, le power good, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Voilà. Ok, on vérifie le power good tout à l'heure. Alors, le dernier élément que nous allons vérifier, c'est le power good. Et le power good, c'est à la patte 23, comme vous pouvez le voir là. La patte 23. Dans le power good. À la patte 23. Et ce que nous allons faire, c'est vérifier ici, à ce niveau. Ah, ce téléphone, hein.
Il n'y a pas de 23. Et là, on envoie notre power good. Alors, voilà notre power good qui est de 3 volts. Alors, c'est bon. C'est parfait. Le travail est accompli. Alors, l'iOS désormais est au courant que tout est bon. Tout est bon. Et là, la suite, l'iOS la connaît. Voilà. Ok, maintenant, quels sont les problèmes possibles que vous pouvez rencontrer avec la puce 3 volts, 5 volts? Bon, évidemment, vous pouvez déjà le comprendre. C'est par exemple le défaut de la 19 volts à ce niveau, de l'alimentation. Alors, s'il n'y a pas la 19 volts, cette puce, il est évident, elle ne va pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui peut causer qu'il n'y ait pas la 19 volts à ce niveau-ci? Ça peut être cette résistance-ci qui est claquée. Alors, vous devez vérifier cette résistance. En fait, vous allez vérifier parce que chaque carte met à sa manière de fonction. Vous allez juste retracer pour voir là où il y a eu un problème. Soit peut-être il y a ce condensateur qui est peut-être en court-circuit. Et là, ça bloque la tension d'arriver ici. Voilà, ce sont des possibilités. Un autre élément, une autre cause du problème, du fait que ça ne ressorte pas de tension. Alors, une fois que vous avez la 19 volts, vous pouvez immédiatement vérifier VDEC 3 et VDEC 5. Si elles ne sont pas présentes, ce qu'il faut soupçonner, c'est Enable 0. Alors, imaginons un instant que Enable 0 soit là et les deux, s'ils ne sont pas présentes, vous devez vérifier s'il n'y a pas un court-circuit à ce niveau-ci. Parce que s'il y a un court-circuit, alors rien ne pourra sortir de ce côté. Et qu'est-ce qui peut créer le court-circuit sur le VDEC 3? Il y a le BIOS qui peut être en court-circuit ou bien l'iOS qui est en court-circuit. Si l'un des deux éléments est en court-circuit, vous n'aurez pas VDEC 3 ici. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous injectez une tension à l'aide du power supply à ce niveau et puis vous allez vérifier le composant qui chauffe. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est fautif. Pareil de ce côté-ci. Il faut vérifier s'il y a un court-circuit à ce niveau. Alors s'il n'y a pas de court-circuit à ce niveau et que VIN est bien là et Enable 0 est présent, alors ça veut donc dire que la puce est gâtée. Vous devez changer cette puce. La puce est gâtée. Alors, ok, imaginons donc que VIN soit présent, Enable 0 est là, VDEC 3, VDEC 5 est présent, mais nous n'avons pas de tension sur les bobines. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder l'activation venant de l'iOS. Il faut vérifier cette activation-là. Alors, si l'iOS a produit l'activation, mais qu'elle n'est pas arrivée ici, vous retracez tout simplement pour voir là où il y a eu une coupure. Voilà. Maintenant, imaginons donc que l'iOS n'a pas pu produire l'activation, alors c'est l'iOS le problème. Alors, vous allez aller du côté de l'iOS pour voir qu'est-ce qui ne va pas de ce côté. Peut-être qu'il n'est pas lui-même alimenté, peut-être, bon, ainsi de suite. Peut-être qu'il n'a pas tous les éléments pour pouvoir fonctionner. Voilà. Ok, voilà. Si, comme je le disais tantôt, si par exemple vous avez déjà le Enable 0, le VDEC 3, VDEC 5, et puis vous n'avez pas toujours de tension sur les bobines, même après avoir appuyé le bouton de démarrage, vous n'avez pas de tension. Alors dans ce cas, ce qu'il faut regarder, c'est l'activation de ces bobines-là, donc l'activation de la deuxième partie de cette puce, qui sont les tensions always. Alors ça vient de l'iOS. Alors si l'iOS n'a pas de problème, si l'iOS n'a pas de problème et qu'elle envoie le signal, je vous ai dit, regardez la trace pour voir pourquoi c'est pas arrivé. Et là, vous faites tout pour que ça arrive. Maintenant, donc, si l'iOS a une difficulté à sortir ce signal, vous pouvez l'aider. On peut aider l'iOS en prenant la tension de 3 volts. La tension de 3 volts LDO qui vient ici. La tension de 3 volts VDEC 3 qui sort là et on l'envoie de ce côté-ci. Alors on est en train de tromper cette puce que c'est l'iOS qui l'a activé, mais pourtant c'est par un autre moyen qu'on a pu l'activer. Donc ça c'est un autre moyen. Donc lorsqu'on fera cela, évidemment on aura la tension qui va sortir. Pour vérifier ça, vous pouvez injecter à l'aide du power supply 3 volts à ce niveau
Et si la tension sort, vous confirmez que c'est vrai. Il suffira de prendre dans les 3 volts, les Virectri et envoyer ici et le tour est joué. Voilà. Quel autre problème vous pouvez rencontrer? Vous pouvez aussi rencontrer un problème où effectivement cette tension est présente, d'activation est présente, mais jusque-là, vous n'avez pas de tension au niveau des bobines, les tensions always. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui peut causer cela, c'est un court-circuit dans cette zone-ci. S'il y a un court-circuit de ce côté ou bien de ce côté-ci, vous n'aurez pas de tension à ce niveau. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vérifier à l'aide du multimètre en continuité avec la masse. Vous vérifiez si ça bip. Si ça bip en continuité, si c'est que le court-circuit est à ce niveau. Et là, à l'aide du power supply, on injecte la tension ici. Et le composant qui doit chauffer de ce côté-là sera le coupable. Ou bien un composant relié à cette tension de 3 volts S5. Donc, qui est la 3 volts always. Ça peut ne pas être ici, ça peut être plus loin. Ça peut être des composants qui consomment cette tension, qui sont en court-circuit. Donc, vous devez injecter là et vérifier qu'il y a un court-circuit. Vous l'enlevez, vous le changez et la tension va sortir d'ici. Voilà. Alors, toujours des problèmes qu'on peut rencontrer à ce niveau. Si tout est correct, c'est-à-dire vous avez VIN qui est présent, Virectri, Virec5, Enable 0, le Enable venant de l'iOS. Et jusque-là, vous n'avez pas de tension dans les bobines. Vous n'avez pas de tension. Alors, qu'est-ce que vous devez faire si également vous n'avez pas de court-circuit au niveau des bobines et jusque-là, la tension ne sort pas? Vérifiez ces MOSFET s'ils sont en bon état. Alors, s'il y a un des deux qui n'est vraiment pas en bon état, vous n'aurez pas toujours de tension parce qu'ils ne vont pas pouvoir manipuler les choses pour faire sortir la tension. Et parfois, dans certains cas, ils vont sortir une tension qui est très faible. Si la tension déjà de 3 volts est déjà dans les 2, moins de 2,75 comme ça c'est pas bon. Ça ne pourra pas faire des effets. Alors, pareil du côté de 4 volts. 4 à 4,65, en bas de 4,65, c'est pas bon. Sachez qu'avec ça, la puce 3 volts, 5 volts n'aura pas fait son travail. Et là, vous n'aurez rien de bon. Ça ne va pas, les choses ne vont pas fonctionner. Voilà. Donc, et maintenant, imaginons un instant donc que vous ayez, que tout soit correct, c'est-à-dire vraiment tout soit correct. Ça peut vraiment arriver. Et vous allez rencontrer des cas pareils. Tout est correct là. Vous avez le V-in, le Virectri, Virec5, le Enable qui est présent. Mais vous n'avez toujours pas de tension. Pourtant, il n'y a pas de court-circuit à ce niveau. Tous ces MOSFET sont en bon état. Il n'y a aucun court-circuit, rien du tout. Mais jusque-là, les tensions ne sortent pas. Alors, c'est simple. C'est la puce qu'il faut changer. Changer cette puce. Elle n'arrive pas à manipuler les gates là pour pouvoir faire sortir la tension. Donc, ça veut dire que les circuits qui sont situés à ce niveau-ci sont défaillants. Et voilà pourquoi la puce n'arrive pas à manipuler les MOSFET pour faire sortir la tension. Vous me changez cette puce et le problème sera résolu. Vous aurez vos puces, vos 3 volts, 5 volts qui vont venir. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir des casques de carte mère pour pouvoir retrouver le numéro, le même numéro-ci, le RT8223P. Vous avez aussi la possibilité de trouver les équivalents de ces puces. Vous tapez sur Google les équivalents, vous retrouvez une puce équivalente et vous vous rassurez que tous les éléments s'ils sont là à l'intérieur, vous prenez, vous remplacez et c'est bon, ça marche. Voilà, j'espère avoir été assez clair. S'il y a des questions que vous avez à poser, sentez-vous libre, je vais voir comment vous répondre. Je vous conseille de faire des cas pratiques de ceci et de me poser des questions. À bientôt.